La famille Méchineau, composée de 4 personnes, fête le réveillon de Noël chez des amis, puis décide de rentrer chez eux à 1h du matin. Ils montent à bord de leur voiture et c'est la dernière fois qu'ils seront vus. Plus personne ne les reverra jamais. Actuellement, c'est le cas de disparition irrésolue le plus mystérieux pour le système judiciaire français. Aujourd'hui, il n'y a toujours aucun indice, aucune trace, aucun corps. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire d'horreur. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, aujourd'hui on va être un peu plus calme et on va se poser avec un bon petit café. Ceci dit, n'hésitez pas à vous sortir un petit snack de Noël ou un bon verre de vin chaud, finalement c'est la période. Et si vous avez peur de regarder cette vidéo seule, n'hésitez pas à la ressortir pendant vos repas de famille. Oui, pendant les repas de famille à Noël, on peut regarder des histoires d'horreur tous ensemble. Après tout, c'est ça la convivialité, non? Si vous êtes content de retrouver une histoire d'horreur spéciale Noël, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la famille Méchineau est composée de 4 personnes. On a d'abord le couple, Jacques, 31 ans, qui est issu d'une famille de 13 enfants, et Pierrette, 29 ans. Ils se sont rencontrés au travail et ont tout de suite eu une espèce d'attirance et de coup de cœur l'un pour l'autre. Jacques Méchineau, lui, travaille dans une usine verrière. C'est pas un travail qui est ultra facile parce que les horaires sont compliqués, les conditions de travail aussi. Mais malgré ce travail difficile, il travaille aussi à côté au noir en réparant et en retapant des voitures puisqu'il est assez bon mécanicien. Donc il y a pas mal d'argent qui rentre, en tout cas ils ont une bonne situation. Pierrette, elle est décrite comme une femme extrêmement belle, très gentille, attentionnée et c'est tout. Malgré mes recherches, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur Pierrette parce que les femmes elles sont seulement belles, voilà c'est tout. I'm just kidding. Comme on n'a pas trop d'informations sur ce qu'elle faisait dans la vie, je suppose qu'elle était mère au foyer, mais ça ce n'est qu'une supposition. Jacques et Pierrette rêvaient vraiment d'avoir la famille parfaite, donc d'abord ils se marièrent et puis ensuite ils eurent 2 enfants. Eric 7 ans et Bruno 4 ans. Toute la petite famille vit près de Cognac à Boutier-Saint-Trojan en Charente depuis peu. Le 24 décembre 1972, la famille Méchineau ferme les volets de leur maison et partent à bord de leur voiture. C'est une Smica 1100 couleur grenat, immatriculée 544 JB16. C'est le 24 décembre, c'est le jour du réveillon de Noël et ils vont fêter ça chez leurs amis à Cognac. C'est vraiment pas très loin, en voiture ils sont à moins de 4 km. Le dîner se passe bien, tout le monde mange bien, tout le monde rigole bien. La soirée en fait se passe tout à fait normalement, si ce n'est que plus tard, les amis qui ont reçu les Méchineau diront que Jacques donnait un peu l'impression qu'il avait pas trop envie de partir, il faisait traîner les choses alors qu'il savait que son ami travaillait le lendemain à 4h je crois du matin. Mais bon, peut-être qu'il s'amusait bien et qu'il avait juste pas envie que la soirée s'écourte. Vers 1h du matin, la famille décide de rentrer chez elle à bord de leur voiture rouge et c'est Jacques qui est au volant. Malheureusement, c'est la dernière fois que toute la famille Méchineau sera vue. On ne les verra plus jamais après ça. Le matin du 25 décembre 1972, les voisins des Méchineau remarquent que la voiture n'est pas garée à sa place habituelle. En fait, il y a juste pas de voiture. En fait, il faut savoir que eux voient la maison des Méchineau de leur maison. Les jardins sont simplement séparés par un grillage et ils ont vraiment l'habitude de voir près de ce grillage la voiture garée. Ce matin-là, ils ont aussi remarqué que le chauffage n'était pas en route. À l'époque, les maisons étaient chauffées avec un poêle. C'est les poêles dans lesquels on met du fioul, vraiment à l'ancienne. Et je suppose qu'ils ont remarqué ça peut-être parce qu'il n'y a pas de fumée qui s'échappait de la maison. Du coup, c'est le fils des voisins qui va dire à la famille, vous devriez peut-être vous inquiéter parce que on n'a pas de nouvelles de Jacques et Pierrette. Il suggère qu'il se passe quelque chose et qu'il faut aller voir les gendarmes. Les gendarmes, eux, ils ont répondu qu'il allait falloir attendre un petit moment avant qu'on s'inquiète parce que à l'époque déjà, le délai pour déclarer une disparition était bien plus long que maintenant. Et en plus, on est en plein dans les périodes de Noël, là c'est littéralement le jour de Noël, donc pour eux, la famille Méchineau, ils sont partis en vacances. Forcément, quelques jours se passent, puis en janvier 1973, l'inquiétude commence à grandir puisque les enfants ne se présentent pas à l'école. Et là, les gendarmes se disent, oups, ils sont peut-être pas partis en vacances en fait, ils sont peut-être pas partis en voyage. L'alerte est donc lancée 10 jours après le soir de leur disparition. Évidemment, première étape, c'est d'aller fouiller la maison des Méchineau, donc ils vont entrer dans la maison et ils vont faire quand même de sacrées découvertes. D'abord, les cadeaux de Noël sont toujours emballés et toujours placés sous le sapin. Les affaires de la famille sont toujours là, il ne manque rien, on retrouve même le chéquier et le livret de famille, donc s'ils étaient partis en vacances, bon je pense qu'ils auraient quand même pris leur chéquier. Les huîtres et la dinde de Noël sont retrouvées dans le frigo, forcément tout avait périmé, mais on comprend qu'ils avaient vraiment tout acheté et tout préparé pour fêter Noël le 25 et la maison est restée telle quelle. On assiste vraiment à une scène de Noël qui est figée. Comme la famille, la dernière fois qu'elle est vue c'est à bord de leur voiture, pour les gendarmes la première
première hypothèse, c'est qu'il y a eu un accident. Le temps à cette époque de l'année, il est froid, il y a beaucoup de brouillard autour des marées, et en plus c'est l'époque des hautes eaux. Vraiment, il fait froid, ça glisse, il y a du brouillard, on n'y voit rien, il fait noir très tôt. Tout est un peu réuni pour qu'on pense d'abord à un accident de voiture, et ils sont peut-être tout simplement tombés dans l'eau. Des plongeurs vont donc être envoyés dans la Charente afin de tout fouiller et de voir si on ne retrouve pas une carcasse de voiture ou des corps. Et un hélicoptère sera aussi présent, ce qui est plutôt rare à l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 1973, les moyens déployés ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on déploie aujourd'hui. Donc dès le départ, les habitants ont vraiment suivi cette histoire parce que déjà ils ont vu débarquer un hélicoptère dans leur village. Malheureusement, aucune trace n'est retrouvée et il n'y a aucun indice matériel de la disparition. Pourtant, au fil de l'enquête, les gendarmes vont se rendre compte que même si à première vue, la famille Michino a un peu l'air de la famille parfaite, il n'en est rien puisqu'il semblerait que Pierrette a un amant. Il s'agit du voisin de la maison mitoyenne à la leur, donc ils sont vraiment juste à côté, et ce monsieur s'appelle Maurice Blanchon. Lors des interrogatoires, lui, il va pas du tout nier les faits, il va dire oui, on avait bien une relation avec Pierrette, et il va raconter leur histoire. Il a rencontré Pierrette quand il avait 27 ans, et en fait des liens se seraient noués assez rapidement. Déjà Pierrette, elle lui a dit que la nuit elle avait peur, qu'elle n'était pas rassurée toute seule dans la maison parce que souvent Jacques travaillait de nuit, donc elle lui aurait donné une clé de la maison, et c'est comme ça que tout a commencé, que leur relation est née et qu'ils sont tombés amoureux parce qu'ils étaient bel et bien amoureux l'un de l'autre. Pendant son interrogatoire, il dira que Pierrette souhaitait divorcer, que Jacques avait été mis au courant. Selon les infos, apparemment ce serait une voisine qui aurait dit à Jacques que Pierrette commettait un adultère, et à partir de ce moment-là, il paraît que Jacques n'a pas vraiment caché sa colère à ses collègues, à ses amis et à sa famille. Il aurait même dit à son frère: si Pierrette ne revient pas, je ferai disparaître tout le monde. Peu avant leur disparition, Jacques aurait même battu Pierrette, mais elle dira à son amant de la laisser faire et elle lui répétera 7 ou 8 fois: ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je sais pas si elle insiste sur le fait qu'il faut surtout pas s'inquiéter pour rassurer son amant du coup, ou si elle avait un plan dans la tête. Pendant les interrogatoires, etc., les recherches évidemment sur le terrain continuent. Les enquêteurs vont essayer de chercher un peu plus loin, dans d'autres plans d'eau, et notamment celui où Jacques avait l'habitude de pêcher. Rien n'est retrouvé, absolument rien. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise dans cette vidéo, on a trouvé un indice. Pas du tout. Si je vous dis que cette histoire c'est vraiment l'affaire la plus mystérieuse dans le système judiciaire français, c'est pas pour rien, on n'a rien. En fait, c'est vraiment la première fois que toute une famille disparaît sans laisser aucune trace, qu'il n'y a aucun témoignage, aucune trace ADN, pas une lettre, pas de corps, pas de voiture. Et même si ça rappelle des histoires dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, notamment l'affaire Godard où il y a quand même un petit peu d'indices, ou bien l'affaire Dupont de Ligonnès où on a carrément retrouvé les corps, là on n'a rien. Et comme rien ne laisse à penser que quelque chose s'est mal passé, même pas une trace de sang dans la maison, et qu'en France on a le droit de disparaître volontairement, l'enquête est arrêtée. L'enquête s'est arrêtée puis a repris un moment. Il y a encore le secret de l'enquête, donc il y a plein d'infos qui ne sont pas à la disposition du grand public. Entre 2001 et 2003, les infos parfois sont pas claires, donc ça reste à prendre avec des pincettes. Un corbeau ferait son apparition. Apparemment il aurait envoyé 2 lettres. On en reparlera un tout petit peu plus tard. En 2011, une cellule est ouverte pour cette enquête, et elle sera nommée selon les prénoms et les âges des enfants, à savoir Brunerie 47, la contraction de Bruno et Eric, et 47 pour leur âge puisqu'ils avaient 4 et 7 ans à cette époque. 3 endroits sont à nouveau fouillés, des cours d'eau et surtout une maison abandonnée à 500 mètres de la maison Méchino. Ça, je crois que c'est un tuyau donné par le corbeau. Selon le corbeau, les corps et la voiture seraient là-bas. C'est sûr et certain, il suffit de fouiller, mais ils sont là-bas. Malheureusement, rien n'est retrouvé à cet endroit. Des plongeurs sont à nouveau sollicités, des spéléologues, et ils ont trouvé pas mal de voitures, dont une Porsche, mais jamais celle des Méchino. En octobre 2012, Philippe Portrait, un cueilleur de champignons, trouve un squelette dans les bois de Courserac. D'abord, il pense à un animal mort, et puis ensuite il se rend compte, grâce au bassin, que c'est un squelette humain. Un médecin légiste est envoyé sur place par les gendarmes, et une première analyse des ossements est faite. Il y aurait apparemment un adulte et un enfant âgés de 4 à 7 ans, et ces ossements dateraient d'une quarantaine d'années. À ce moment-là, tout le monde se rappelle de l'affaire Méchino, et tout le monde se dit c'est eux. Des tests ADN seront évidemment réalisés et les résultats tombent des mois plus tard. C'est assez dingue que ça prenne des mois et des mois pour que les résultats soient communiqués, mais soit, ce ne sont pas les Méchino. Enfin, une Simca 1100 couleur grenat est retrouvée près d'Angoulême dans l'eau et on analyse les plaques, etc., etc. Ce n'est pas
leur voiture. En 2020, c'était il y a pas si longtemps que ça, une lettre anonyme est à nouveau envoyée. On est toujours avec cette histoire de secret d'instruction, donc on n'a pas les détails des infos envoyées cette fois-ci par le corbeau, mais l'amant de Pierrette est convoqué à nouveau chez les gendarmes, il est interrogé, son terrain est perquisitionné et sondé. La terre du jardin est fouillée de fond en comble jusqu'à 60 mètres je crois, mais rien n'est trouvé. Les enquêteurs demanderont à Maurice s'il n'a pas reçu une lettre de la part de Pierrette. Lui il va dire non pas du tout, je n'ai jamais reçu de lettre et si j'avais eu des nouvelles je vous l'aurais dit. Donc clairement on peut penser que le corbeau a dit aux gendarmes que Maurice avait reçu une lettre de Pierrette ou qu'il y avait des choses cachées dans le jardin de Maurice. Même s'il n'y a jamais eu de suspect désigné clairement, on peut un petit peu comprendre vers qui les regards se tournent. Donc voilà, c'était assez récent mais ils n'ont rien trouvé et ça s'est arrêté là. Ça les amis, c'est l'histoire des Méchino. On n'a pas plus de détails. Comment une famille de 4 personnes a pu disparaître à bord d'une voiture et ne laisser aucune trace. Franchement, c'est improbable. On va étudier ensemble les théories et évidemment, comme d'habitude, je veux voir les vôtres dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En 2022, ça fera 50 ans, donc c'est clair que ça commence à dater, mais on ne sait jamais. On a déjà vu aux États-Unis que des fois, les contenus internet aidaient à résoudre des cold cases qui dataient d'il y a très longtemps. Donc si vous regardez cette vidéo avec vos parents, vos grands-parents, que vous êtes de la région, etc., et que quelqu'un se souvient de quelque chose de concret, n'hésitez pas à contacter les autorités parce que même si ça a pratiquement 50 ans, on ne sait pas si un jour ça pourra pas être résolu. Et plus il y a du bruit autour, et plus il y a des témoignages, et plus on trouve des indices. Donc écoutez, ma foi, je vous passe l'info, on peut faire des théories, mais si on peut apporter notre aide, c'est encore mieux. Évidemment, la première théorie, c'est celle de l'accident. Alors ça n'a pas été dit, mais bon, c'est le réveillon de Noël, je suppose que Jacques a peut-être bu un peu d'alcool, et peut-être qu'il n'a pas bu avec modération. Ça, on ne le sait pas, mais admettons qu'il a bu un verre en trop, qu'il y a du mauvais temps, que la visibilité du coup est mauvaise, l'accident est complètement possible. Seulement, si vraiment il y avait eu un accident, c'est quand même fou qu'après tout ce temps, on ait retrouvé ni la voiture ni les cadavres. Je vous rappelle qu'ils se sont quand même volatilisés, même sur la route il n'y avait aucune trace de freinage. Je vois pas comment ils auraient pu avoir un accident sans que personne s'en rende compte, mais peut-être que vraiment ils sont tombés, je sais pas, dans un trou qui n'a pas été fouillé et on les retrouvera dans quelques années. La deuxième théorie, c'est celle du meurtre-suicide. Évidemment, Jacques adorait ses enfants, mais il est quand même décrit comme quelqu'un de très fier et orgueilleux. Et même si Pierrette était revenue vers lui, les gens pensent qu'il n'aurait pas accepté qu'on le voie en fait comme un cocu. Vu qu'à un moment donné, il a parlé de tous les faire disparaître, bon, on peut se dire qu'il a peut-être décidé de tuer toute sa famille et lui de disparaître, ou alors de tuer toute sa famille et de se suicider juste après. Encore une fois, c'est possible, mais alors il a vachement bien préparé son coup quand même. Il aura vraiment commis le meurtre parfait, le crime parfait comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas dû aller très loin non plus. Je pense que sinon la voiture aurait été aperçue ou qu'il y aurait eu des témoignages, et il n'y a pas de cadavre. Donc c'est en ça que c'est vu comme un crime parfait, parce que ben pas de traces, pas de cadavre, pas de voiture. Franchement, je suis vraiment dubitative sur cette histoire. La troisième théorie, c'est celle de la fuite et du changement de vie. Jacques aurait pu décider d'emmener sa famille loin et surtout d'éloigner Pierrette de son amant pour que leur histoire s'arrête complètement. Jacques Méchineau, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, encore une fois c'est rare à l'époque. En 70, on voyage pas autant que nous aujourd'hui. Nous on est une génération où on a plus de facilité maintenant à prendre le train, l'avion, à partir à l'aventure même tout seul. À l'époque c'était un peu plus rare et lui il a bougé notamment en Australie, en Italie, au Maroc et en Espagne. Et dans ces années-là, même si on voyageait moins, c'était quand même plus facile de disparaître. La famille aimerait croire cette théorie, mais ils en doutent car ils n'ont vraiment plus jamais eu de nouvelles du couple et des enfants Méchineau. La quatrième théorie qui est la mienne, alors vraiment à prendre avec d'énormes pincettes, et je rappelle que je n'accuse personne, je ne suis pas la police, moi je vous raconte les faits et à la fin je vous donne un petit peu mon avis, mais peut-être que je regarde trop de films policiers et je l'assume totalement. Je trouve que c'est une piste à explorer, je pense de toute façon qu'elle a été explorée et que si on n'a rien su de ça, bah c'est que ça n'a rien donné, mais je me dis, sont-ils vraiment repartis? À part les amis chez qui ils étaient, et évidemment je ne les accuse pas, attention, mais à part eux, personne ne les a vus repartir, personne ne les a vus rentrer chez eux, personne ne les a vus sur la route, on a juste la version des faits des amis. Alors soit il s'est passé quelque chose ce soir-là, soit effectivement les Méchineaux ont décidé de disparaître et de changer de vie, et je pense que les amis pourraient dans ce cas-là être leur couverture, être leur complice. On va dire qu'on vous a vu partir, nanana, ça vous laissera le temps de vous enfuir. Je sais pas s'ils ont vraiment pris la route vers 1h du matin cette nuit-là. Je sais pas si les amis ne sont pas au courant de quelque chose. En tout cas, si on était dans un film, c'est ce qui se serait passé à coup sûr. Mais encore une fois, là, c'est la vie réelle. Comme d'habitude, j'ai essayé de chercher au niveau des forums de médiums et de voyants, de tirage de cartes, etc. pour voir ce qu'on disait de la famille Méchineau. Alors, il y a vraiment
presque rien. Si vous avez des dons de voyance, etc., n'hésitez pas à nous dire ce que vous sentez dans les commentaires. J'ai juste lu qu'il y aurait des rumeurs sur la famille qui serait toujours vivante et qui serait près de l'Espagne. Aujourd'hui, en tout cas, la famille reste totalement disparue. On n'a toujours aucune preuve et aucune piste à suivre. Je sais bien que certains ne seront pas très contents de cette histoire parce qu'il n'y a pas de fin et qu'elle reste irrésolue. Mais si vous regardez toutes mes vidéos True Crime, vous savez que c'est mes histoires préférées, les histoires irrésolues. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de vous raconter cette histoire mystérieuse qui s'est passée durant Noël. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ce 24 décembre 1972? J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi peut-être la théorie des aliens. Hein. Bon, après ça, on y croit, on n'y croit pas. Mais peut-être qu'ils se sont volatilisés pour de vrai parce qu'il y a une soucoupe qui les a attrapés. Je suis sûre que les enquêteurs n'ont pas pensé à ça. Bref, en tout cas, ma partie préférée quand je sors ces vidéos, c'est vraiment lire vos commentaires et vos théories. Donc j'ai trop hâte de vous lire parce que je vous rappelle que c'est moi qui lis tous les commentaires un par un. Si cette vidéo et cette histoire vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à me suggérer les histoires que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et puis sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle vidéo parce que ça sera le 26, le lendemain de Noël. Donc je vais peut-être prendre un petit peu de temps en famille, mais il y aura évidemment une dernière vidéo de l'année 2021 sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao. À côté de ça, et malgré la fatigue, il décide quand même... Elles vont me tuer ces histoires d'horreur, putain de merde. Mais quel enfer. Mais quoi? Mais comment la chaussure elle a pu se retrouver sur la chaussette? Oh, star. Est toujours maintenu et il y a plein d'infos. Ah, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas... Mon Dieu, mais je ne reste pas seule dans cette maison, moi, c'est pas possible.